Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez porté la proposition de loi constitutionnelle adoptée en novembre 2022 à l'Assemblée nationale pour garantir le droit à l'avortement. En écoutant les débats qui se déroulent en ce moment au Sénat, c'est la 3e fois que le texte y est soumis. Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que cette 3e fois sera la bonne? Alors, je suis confiante d'abord parce que le 1er février 2023, le Sénat avait déjà adopté, sous une forme un peu différente, mais avait adopté la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Donc ça, c'était une première étape qui était très importante. Ensuite, je suis confiante parce que, vous l'avez dit, il faut que ça soit exactement conforme entre le vote de l'Assemblée et le vote du Sénat. À la virgule près, ce qui est assez vertigineux quand même. Or, donc il ne faut pas qu'il y ait d'amendements qui soient adoptés pour que tout le monde comprenne. Or, les amendements qui ont été examinés ce matin en commission ont été rejetés. Donc ça nous donne quand même une idée, même si ce n'est pas l'ensemble de l'hémicycle, mais sur le fait qu'il y a des grandes chances que ça passe. Et puis la troisième chose... Surprise de dernière minute. La troisième chose, c'est que par rapport au 1er février 2023, des sénateurs ont indiqué qu'ils allaient changer leur vote, notamment parce que, par exemple, leurs filles leur ont dit qu'elles n'iraient plus passer Noël avec eux s'ils votaient contre la constitutionnalisation de l'IVG. Ça vous inquiète pas? C'est inquiétant, oui. C'est un sénateur dans le papier du Parisien. Oui, mais je trouve ça intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que nous avons gagné dans la société. Et que je crois que c'est le plus important. Vous savez, la loi Veil, on l'appelle la loi Veil par facilité. Mais c'est d'abord la loi d'une foule, de ces femmes du MLAC qui faisaient des avortements clandestins, de ces militantes qui, depuis des années, militent pour le droit à l'avortement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où plus de 80% du peuple français est d'accord avec le fait de garantir et de protéger ce droit dans notre norme suprême. Vous avez gagné peut-être le combat de l'opinion, mais certains sénateurs pourraient jouer les troubles faits, c'est-à-dire en modifiant ce texte, en jouant la montre, ce qui obligerait l'Assemblée nationale à s'en saisir à nouveau et ça repousserait le calendrier de la réforme. Vous savez, le pire n'est jamais certain. Et moi, je crois que le Sénat, que nous allons débloquer le dernier verrou qui existait contre la constitutionnalisation de l'IVG, qui est celui du vote du Sénat. Je crois que nous allons y arriver et nous ferons ainsi de la France non seulement le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution, mais aussi de notre pays une nation pionnière sur la question des droits des femmes. Mais vous l'avez entendu, certains sénateurs, là c'était en l'occurrence un sénateur Rassemblement National, mais Bruno Retailleau aussi, le patron du groupe Les Républicains. Il est plus RN, ravi. Ah, il est plus RN. Il était présenté, Reconquête, en tout cas certains sénateurs, répètent depuis plusieurs semaines qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur l'avortement en France. C'est un discours qui existe. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, dans ce qu'on observe dans le monde avant d'arriver sur la France, c'est qu'à chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'en prend aux droits des femmes et notamment au droit à l'avortement. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, mais c'est ce qu'on a vu en Pologne, où 6 femmes sont mortes depuis que l'avortement est quasi interdit. En Hongrie, où on oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Ou encore en Italie, où ils n'ont pas touché la loi, mais les conditions d'accès qui fait que l'avortement est très, très dur dans son accès concret. Donc, évidemment qu'il reste des anti-droits et des anti-choix dans ce pays, dont l'extrême droite est un des fers de lance. Quand vous regardez dans les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, vous avez Mme Lavalette qui, en 2014, voulait purement et simplement interdire l'avortement. Certains qui comparent l'avortement à la Shoah, au génocide arménien, à des propos qui sont horribles. Ils disent qu'ils ont changé de position. Eh bien, alors ça dépend lesquels. Et pourquoi est-ce qu'ils changent de position? Certains disent qu'ils n'ont pas changé. Certains disent qu'ils n'ont pas changé. Il y a toujours de l'extrême droite qui votent contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et d'ailleurs, quand vous écoutez... Contre l'IVG. Pas contre la constitutionnalisation, contre l'IVG en tant que telle. Ah oui, vous avez toujours des gens qui expliquent qu'ils sont contre l'IVG au Rassemblement national. Ah oui, je peux vous sortir des déclarations de députés RN récentes, y compris, qui montrent que oui, des députés RN et dans l'extrême droite en général sont toujours contre l'IVG. Et d'ailleurs, je vous alerte juste sur le fait que le planning familial est attaqué pratiquement de manière hebdomadaire par des groupes d'extrême droite qui continuent de vouloir empêcher que les femmes puissent disposer de leur corps. Donc oui, les anti-choix existent toujours, mais je crois que c'est aussi leur défaite, cette constitutionnalisation de l'IVG. Et c'est dans la progression qui a été faite depuis la loi Veil sur à la fois le remboursement intégral de l'IVG, ensuite l'allongement des semaines sur l'IVG, eh bien c'est aussi la défaite des anti-choix et des anti-droits dans ce pays. Et cette défaite est importante parce qu'elle marque une victoire pour les associations, les collectifs, les syndicats et les parlementaires que nous sommes, qui nous battons depuis des années sur cette question. Même si 49 ans après la loi Simone Veil, il faut encore défendre ce droit
dans la rue. C'était le cas cet après-midi. Un rassemblement a eu lieu aux abords du Sénat. Vous y étiez d'ailleurs. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Je pense que l'IVG est toujours en danger, que pour l'instant en France, on est dans une situation plutôt favorable et qu'elle n'est absolument pas garantie pour l'avenir. C'est un droit qui est mis en danger par un nombre conséquent de gens qui sont aux manettes et qui sont dans des partis politiques. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. S'il y a un changement de régime, comme ça se passe un peu partout dans le monde actuellement, il suffit de changer la loi et le droit à l'IVG régressera totalement. Et Modifier la Constitution, c'est beaucoup plus difficile que de changer une loi. C'est aussi toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est que la norme suprême de notre pays qui régit notre vie politique et nos institutions reconnaît ce droit et donc le protège et disent aux femmes vous êtes en sécurité dans ce pays, vous n'aurez plus jamais à utiliser un cintre. Depuis quelques jours, Adrien Quatennens a fait son retour dans les médias. Vous qui défendez la cause des femmes, on vient de le voir encore, on vous entend ce soir sur le plateau. Est-ce un bon message envoyé par la France insoumise que de le voir porter le message de votre mouvement? Vous savez, Adrien Quatennens a été condamné. Il a été exclu de notre groupe pendant 4 mois. Et moi, je crois à la réhabilitation aussi. Et donc, je crois que Adrien Quatennens, y compris en reconnaissant que des mots qui avaient été utilisés n'étaient pas les bons, y compris en faisant en fait le contraire de ce que beaucoup font. Je pense par exemple à des membres du groupe Renaissance, c'est-à-dire de nier des choses, eh bien, contribue aussi au fait de dire à un moment, il y a des fautes qui sont commises, qui sont punies politiquement, judiciairement. Et ensuite, c'est le principe humaniste auquel nous croyons, c'est-à-dire que les gens peuvent changer et s'améliorer. Mmh. Comme ceux qui changent d'avis au Rassemblement national sur l'avortement, par exemple. Voilà. Non, mais vous savez, non, c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Enfin, là, je sais pas ce que vous essayez de me demander comme question. Non, c'est la seconde chance pour tout le monde, quoi. En gros, c'est ce que vous expliquez. Par exemple, moi, j'étais intéressée dans les débats, si vous parlez du Rassemblement national, d'entendre, par exemple, la droite, qui était contre l'inscription de l'avortement dans la Constitution, se réclamait à tout va de l'équilibre de la loi Veil qu'il ne fallait pas changer, alors que certains de leurs familles politiques avaient combattu cette loi. Donc moi, je trouve, et j'espère que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand nous essaierons de mettre dans la Constitution aussi le droit corollaire à l'avortement, c'est-à-dire le droit à la contraception, et que nous essaierons d'améliorer l'écriture qui ne nous convient pas tout à fait aujourd'hui, eh bien que peut-être ils se référeront à ce que nous sommes en train de faire maintenant, en disant qu'il ne faut pas changer l'équilibre de ce que nous sommes en train d'arracher comme victoire aujourd'hui. Patrick. Un autre débat qui promet d'être agité, mais dont on ne connaît pas encore la date. L'Élysée a annoncé hier que le Parlement pourra débattre et voter sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine. Accord qui ne prévoit pas l'envoi de troupes au sol, ce sera ma question d'après, mais est-ce que sur cet accord bilatéral, avec l'Ukraine, avec Kiev, la France insoumise pourrait se rallier et apporter ses voix à celle de la majorité ? Alors, moi, je ne connais pas exactement le contour du vote qui va être fait. Donc, sur le vote, je compte d'abord en discuter avec mon groupe. Mais nous posons un certain nombre de questions sur les objectifs qui sont posés aujourd'hui sur l'aide à l'Ukraine. L'aide à l'Ukraine étant légitime et nous ne l'avons jamais remis en question. Mais la question est de savoir quels sont les objectifs que nous nous donnons. On va revenir sur l'envoi des troupes qui, à mon avis, est une folie irresponsable de la part du président de la République. La ligne de crête que nous avons est de ne pas devenir co-belligérant d'une guerre qui existe déjà en Ukraine, qui fait des dizaines de milliers de victimes, qui pourrait devenir alors une guerre totale, notamment parce qu'il ne faut jamais oublier que si la France a l'arme nucléaire et est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien la Russie, elle aussi, a l'arme nucléaire. Et donc il s'agit d'éviter qu'il y ait une guerre nucléaire en Europe, voire dans le monde. Donc la question qui est posée et que nous posons, c'est de dire nous ne croyons pas, c'est un débat qu'on peut avoir, mais nous ne croyons pas à l'issue militaire de ce conflit. Nous croyons, nous, au fait que nous devions trouver des solutions négociées. Et notamment, nous demandons depuis le début de la guerre en Ukraine et des violations du droit international par la Russie, qu'il y ait une conférence à l'OSCE avec des garanties de sécurité mutuelle, ce que Emmanuel Macron lui-même avait proposé. Vous trouvez que l'agresseur de ce conflit, en l'occurrence le régime russe et Vladimir Poutine,
ont laissé une place, une option pour une issue négociée à ce conflit. Vous savez, les négociations, on ne négocie jamais avec ses amis, on négocie toujours avec ses adversaires. Il ne s'agit pas d'ennemis ou d'ennemis, il s'agit simplement de laisser une place à la négociation et à d'éventuels... Mais sinon, que fait-on ? À sortir du rapport de force militaire qui est celui imposé par Poutine. Oui, mais sinon, que fait-on ? Enfin, je veux dire, on ne va pas laisser une guerre durer éternellement. Donc, la question de savoir quel est le rôle de la diplomatie. Par ailleurs, ça a toujours été un des rôles particuliers, une voie singulière de la France, que justement d'agir sur la diplomatie. Eh bien, je crois que c'est ça que devrait faire la France aujourd'hui, c'est-à-dire faire partie de la solution. D'une manière générale, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, comme vous venez de le faire, Mathilde Panot, juge que l'Europe n'est pas, dans son ensemble, menacée par la Russie. Raphaël Glucksmann, qui va prendre la tête de la liste des socialistes pour les européennes, juge qu'il faut une aide militaire massive pour l'Ukraine. La gauche est divisée sur cette question, durablement. Oui, et je n'ai pas de mal à le dire. Je crois que nous sommes contre l'escalade guerrière. Et justement, la manière de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de ce conflit-là en disant, pour nous, la solution ne sera pas militaire, elle sera diplomatique et négociée. Et je crois une différence fondamentale avec M. Glucksmann. Mais juste pour que les choses soient claires, je crois qu'il n'y a aucun autre mouvement politique que le nôtre qui, depuis 2 ans, non seulement a accueilli, mais finance pour la vie quotidienne, c'est-à-dire pour que les gens puissent vivre, des Russes opposés à Vladimir Poutine qui sont engagés pour la paix. Voilà ce sur quoi nous contribuons aussi, c'est-à-dire aussi à donner des points d'appui dans le peuple russe à ceux qui se battent contre la politique de Vladimir Poutine. Vendredi, à Moscou, auront lieu les funérailles d'Alexei Navalny. Sa veuve, Yulia Navalnya, a prononcé un discours très puissant aujourd'hui et elle a dit qu'elle redoutait des arrestations lors de cette cérémonie. Elle s'est exprimée devant le Parlement européen. Here and there, people start to say, well, we'll have to come to an agreement with Putin anyway. And then Putin killed my husband, Alexei Navalny. The public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything and that you cannot negotiate with him. You are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Putin is the leader of an organized criminal gang. Thank you. And it's good to repeat it again. Putin is the leader of organized criminal gang. Vous comprenez ces termes et vous pourriez les reprendre, vous, à votre compte, le fait que Vladimir Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. Je comprends très bien que ces mots soient prononcés par la veuve de Navalny, mais vous comprenez bien qu'en tant que responsable politique qui vient de vous dire que, justement, nous pensons qu'il faut une sortie négociée de cette guerre, que non, je ne reprendrai pas ces termes tels quels, mais je ne lui reproche pas de les tenir. Mais vous n'êtes pas d'accord avec son discours? Non, faites pas des polémiques comme ça. En fait, on parle de quelqu'un dont le mari est mort en prison, ce qui est un crime. Et lorsque vous parliez d'arrestation, il y a déjà des personnes qui, parce qu'ils ont voulu rendre hommage à l'opposant Navalny, qui se sont retrouvés emprisonnés, et il risque d'y en avoir d'autres. Donc, on parle de choses qui sont des choses sérieuses. Donc, soit on fait une escalade de mots tout le temps, et à ce moment-là, on fait des escalades de mots qui nous font plaisir, mais je veux dire, la question, elle n'est pas celle-ci en droit international. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une situation qui est une situation de paix, qui permet au peuple ukrainien de vivre dans la dignité et dans la sécurité? Donc la question, c'est ça. Soit on croit que ça va se régler par un rapport de force militaire, et moi, personnellement, je suis désolée, mais je n'y crois pas. Soit on pense que ça va passer par la diplomatie, et je vais vous dire, le meilleur moyen d'affaiblir Poutine, c'est justement d'arrêter cette guerre. Parce que Vladimir Poutine peut continuer aussi dans son pays à faire ce qu'il fait, parce qu'il y a une guerre extérieure. On sait très bien comment utiliser une guerre dans un pays, par des dirigeants qui utilisent la guerre à l'extérieur, l'idée d'un ennemi proche, qui permet d'unifier des nations derrière des objectifs militaires. Donc, arrêter la guerre, c'est aussi affaiblir Vladimir Poutine. Mais ne faites pas des... Je ne cherche pas à polémiquer. Arrêter la guerre en Ukraine, c'est pas obtenir une paix illusoire en Europe. Arrêter la guerre, c'est laisser gagner Poutine. Non. Bah si. Non, parce que, attendez, une négociation, ça ne veut pas dire qu'on dit à Vladimir Poutine, enfin, ça ne veut pas dire ça. Ah bah si on dit qu'on arrête la guerre, forcément, on le laisse gagner. Oui, et donc, quelle est votre solution? Vous préférez quoi?
que la France rentre en guerre avec la Russie? Non, mais vous dites qu'il faut arrêter la guerre. Mais vous savez, la diplomatie, ce n'est pas... le rôle que la France a joué dans beaucoup de moments dans l'histoire. La diplomatie, ce n'est pas ni être ami avec des dictateurs, ni approuver des régimes. C'est juste dire qu'à un moment... Vous n'avez pas l'impression que le rapport de force se dégrade au fur et à mesure que nous perdons du temps? Le dernier dirigeant occidental à essayer de dialoguer avec Poutine. Eh bien, il a raison. Eh bien, moi, je ne le reproche pas. Mais ça n'a rien donné. Eh bien, pour l'instant, oui, ça n'a rien donné, mais je ne lui reproche pas. Bon. Vous restez avec nous, Mathilde Panot, pour commenter le reste de l'actualité.